votre attention le plus possible, là, au milieu d'après-midi, compris sur des apports en matière juridique. Alors, essayez d'être le plus dynamique possible. Alors, je vais d'abord commencer par prendre voilà, connaissance de la machine. Pour vous dire d'abord, vous présenter en deux mots d'où viennent les réflexions que je vais dire que l'on a pu avoir à l'école. Il se trouve que quelques temps après mon arrivée, des collègues à l'école intervenaient pas mal et avaient pas mal de réflexions sur la mise en place des diplômes en alternance, qui contenaient de l'alternance. Et donc, au-delà des réflexions qu'ils avaient sur les aspects pédagogiques liés à la mise en place de cette alternance, au bout d'un moment, ils se retournaient vers moi et Christophe, t'en penses quoi? Donc il fallait que de ce point de vue-là, en matière juridique, j'aille un peu plus loin que les simples développements qu'on pouvait avoir sur un sujet qui ne faisait que naître, début des années 2000. Du coup, c'est dommage, il n'est pas là aujourd'hui, mais il vous sera là demain. André Zettler a beaucoup contribué à compléter mes heures de travail sur ces questions-là. Je le remercie, vous le saluerez pour moi demain. Et du coup aussi a permis d'aller un petit peu plus loin sur la question. Alors, il y a aussi eu Pascal, je vois plus là Pascal, mais Pascal Bouton aussi sur ces questions-là. Alors d'abord, pour commencer de manière un petit peu ironique, toutes nos excuses. Pourquoi toutes nos excuses? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que le champ des spécialistes des sciences de l'éducation sont allés assez loin dans le degré de finesse, le degré de relation entre le tuteur, le stagiaire, l'organisme de formation, l'employeur. Ils ont cherché à vraiment cerner ce qu'était la construction de la compétence, la construction de la personne au travers de son parcours professionnel. Et à côté de ça, c'est vrai que la communauté des juristes, elle, s'en est tenue parfois à des choses pas simplistes, mais en tout cas qui nous laissaient sur notre faim. Et qui, du coup, encore aujourd'hui, vous le verrez, nous laisse un petit peu dans l'expectative sur des questions pourtant fondamentales. Du coup, c'est vrai qu'il fallait que, sans que j'en ai mandat, je vous présente mes excuses au nom de la communauté des juristes, mais pour autant, j'ai remarqué quand même que dans cette matière, il y avait néanmoins maintenant un certain matelas, une certaine matière qui pouvait être exploitée. Alors, il existe des dispositifs qui aujourd'hui sont inscrits dans le temps. On connaît le contrat d'apprentissage, c'est quasi séculaire. On connaît plus récemment le contrat de professionnalisation. On connaît bien sûr aussi aujourd'hui le statut du stagiaire, vous savez, qui dans le milieu des années 2000 a fait l'objet de précisions et qui génère, eux, à la fois de la matière, donc, mais aussi de la jurisprudence derrière, des décisions de justice qui viennent compléter nos besoins. D'où un petit plan pour mes développements, pour à la fois satisfaire les théoriciens de la matière qui sont sans doute dans la salle et puis aussi les praticiens. Quelques éléments de comparaison entre sciences de l'éducation et évolution juridique, c'était le début de mon propos, et puis aussi quelques éléments techniques d'organisation de l'alternance, puisque là aussi il y a des questions qui reviennent de manière récurrente et qui m'a semblé intéressant d'identifier par quelques diapositives. Alors, concernant quelques éléments de comparaison, en matière entre, je vous rappelle, éléments de comparaison entre les sciences de l'éduc, comme on dit, et puis les juristes. Il y a des aptitudes professionnelles, souvent on distingue les aptitudes professionnelles, les aptitudes relationnelles, le tout formant ce qu'on appelle les compétences. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne suis pas le spécialiste, vous l'aurez compris. Par contre, ce que j'ai compris, c'est que les aptitudes professionnelles, les sciences de l'éducation parlent souvent de construction des compétences. Alors, à chaque fois, je mets un peu de texte, je m'en excuse pour ceux qui sont tout au bout, si ce n'est pas très lisible. Le droit, lui, parle d'enseignements généraux dans les organismes de formation et de savoir-faire acquis en entreprise. J'ai mis un exemple dans le cadre du Code du travail avec le contrat de professionnalisation. Quelque part, le droit, lui, il est resté à l'idée que quand on est dans l'organisme de formation, on est là pour intégrer de la théorie, des connaissances. Et puis quand on est dans l'entreprise, on est là pour, au contraire, acquérir la pratique. Et on sait très bien, maintenant, en travaillant avec mes collègues, donc,
que la distinction n'est pas aussi binaire et que c'est très perméable entre les deux sphères. Le droit parle d'acquisition d'une qualification professionnelle. Là, je trouvais intéressant de pouvoir vous faire part d'une jurisprudence, c'était la Cour d'appel de Bordeaux. C'est un peu ancien, ça date de 1989. Ça concernait un contrat d'apprentissage, mais c'était intéressant de la lire parce qu'il y avait un attendu notamment qui disait qu'il appartient à l'employeur d'assurer une formation au stagiaire afin de lui permettre d'acquérir une qualification professionnelle. Ce qui implique nécessairement qu'au cours des premiers mois de travail, le stagiaire puisse commettre des erreurs. C'est intéressant de voir que le magistrat, du coup, il endosse le costume de pédagogue quasiment et puis qu'il comprend que le stagiaire, il a besoin de faire de l'essai-erreur pour pouvoir se consolider dans son emploi. Et donc, il n'était pas question de pouvoir lui tenir grief de lui faire grief de ces erreurs, et donc de pouvoir, du coup, ne pas remettre en cause, en l'occurrence dans ce cas précis, sa présence dans l'entreprise. Au-delà des aptitudes professionnelles, ou à côté plutôt, il y a les aptitudes relationnelles, ce que certains appellent souvent la socialisation professionnelle parmi les pédagogues. Alors là aussi, une petite jurisprudence, le droit, lui, l'a identifié comme l'intégration dans le milieu de travail. C'est Colmar, une décision de la Cour d'appel de Colmar. Le juge du fond considère que la formation en alternance comporte également l'apprentissage de l'intégration dans le milieu du travail. Donc il faut que le stagiaire comprenne que, par exemple, dans l'entreprise, il y a un règlement intérieur, qu'il a des collègues autour de lui, des futurs collègues, et que dans ce cas-là, il doit à tout le moins les respecter, et que donc la discipline générale dans l'entreprise s'applique à lui. Passer ces premiers développements sur la question des comparaisons entre l'appréhension par les sciences de l'éducation ou par le droit, s'intègre aussi des éléments techniques. J'en ai, moi, identifié 3. Alors, qui ne permettent pas de faire l'alpha et l'oméga de la matière, hein, parce qu'il y a beaucoup à dire. Je vous ai mis une bibliographie à la fin pour pouvoir organiser vos longues soirées d'hiver. Mais moi, j'ai identifié au passage trois types de développement. Les éléments tenant au tuteur, des développements concernant le stagiaire aussi, et puis un élément qui revient à mes oreilles de manière récurrente en ce moment, c'est le développement des clauses de dédit formation. J'y reviendrai donc en détail à la fin de cette deuxième partie. Alors, concernant le tuteur, étymologiquement d'ailleurs, c'est celui qui protège, hein, on ne l'oublie pas. Les attentes du tutorat, quand on regarde dans les textes, on peut en trouver à différents niveaux. J'ai commencé par la Convention collective nationale du sport. Il y a un chapitre 8 qui concerne, vous savez, la formation professionnelle dans la CCNS. Et à l'intérieur de ce chapitre 8, il y a notamment un élément qui concerne directement le tutorat et la façon dont la branche doit développer ce type d'activité au sein des entreprises. Et donc, des différents attendus. Suivre au maximum 3 salariés ou plus, tout contrat confondu, bénéficier d'une préparation à sa fonction, voire d'une formation spécifique, disposer du temps nécessaire, etc. Je passe la lecture in extenso du texte. Alors, je vous en renvoie juste, si ces questions-là aussi vous intéressent, j'ai cru utile de la mettre. Je vous renvoie juste à la lecture d'une circulaire qui doit bien faire 30 pages, mais qui répond assez précisément à un certain nombre de détails sur ces questions-là. Elle répond par le biais du contrat de professionnalisation, au moment où il s'est mis en place. Mais néanmoins, elle permet d'aller un petit peu plus loin sur l'appréhension du tuteur et de son rôle. Dans le Code du travail, hein, j'ai cité la CCNS à l'instant, dans le Code du travail, c'est pareil, il y a dans la partie réglementaire, toujours au sujet des contrats de professionnalisation, les missions attendues du tuteur. Hein, donc, c'est intéressant toujours que de confronter ce que les sciences de l'éducation attendent du tuteur avec ce que du coup les juristes ont pu mettre dans le code. Et donc accueillir, aider, informer, guider le bénéficiaire cette période, organiser, hein, je ne vais pas le lire en in extenso là encore, mais accueillir, si on prend les verbes, organiser, veiller,
assurer la liaison, le lien avec l'OF, l'organisme de formation, pardon, et puis participer à l'évaluation. Donc ces éléments-là, on les trouve directement, donc, je vous dis, dans le Code du travail. Des éléments qui sont précisés dans le Code, mais qui sont aussi complétés par la jurisprudence, parce que les magistrats ont à interpréter. Là-dessus, deux décisions qui m'ont paru intéressantes à vous montrer. Le juge s'appuiera sur l'absence de tuteur ou sur sa carence pour apprécier le respect ou non par l'employeur de l'obligation de formation pratique. Le devoir de formation contracté par l'employeur envers le stagiaire implique de le faire guider, conseiller et surveiller sur la pratique professionnelle par son tuteur nommément désigné dans le contrat. Ça concernait là encore du contrat d'apprentissage, une décision de juin 87 de la Cour d'appel de Bourges. Intéressante aussi la deuxième décision, la carence du tuteur est illustrée par de nombreuses décisions. Alors, à titre d'exemple, la Cour d'appel de Poitiers relève que l'employeur n'établit nullement avoir donné des instructions ou indications précises, qui n'auraient pas été suivies, et ne justifie pas avoir vérifié de temps à autre le travail, comme il revient à un tuteur ou un formateur de le faire. Là encore, du coup, le magistrat il se retrouve avec une situation qui avait dégénéré au sein de l'entreprise. Et donc, il a l'obligation, au bout d'un moment, de dire, bah voilà, qu'attend-on du tuteur, et ce qui permet là aussi, par le biais de la jurisprudence, de voir ce que le magistrat attend de cette personne, dont les sciences de l'éducation n'arrêtent pas de parler en ce moment, si j'ai bien compris. Alors, juste aussi une petite parenthèse. Quand on dit qu'il y a beaucoup de jurisprudence, il faut quand même savoir raison garder, parce qu'il faut bien se dire que toutes ces situations de tension pendant une action de formation professionnelle, par exemple, n'engagent pas énormément d'enjeux financiers. C'est très prosaïque ce que je vais dire, mais du coup, derrière, ça ne génère pas beaucoup de saisies des conseils de prud'homme, et donc, a fortiori d'une cour d'appel si le montant engagé le nécessite, et encore moins de la cour de cassation le moment venu, quoi. Et donc, on a assez peu de matière, là aussi, et on compose avec. Alors, s'agissant du stagiaire maintenant, pour illustrer la complexité de la matière, je me suis intéressé par exemple à la question des accidents du travail pendant les formations professionnelles. Et à ce titre, je ne sais pas si j'ai le temps, je crois que je ne l'ai pas, mais je pourrais vous passer des documents par le biais de l'organisation du colloque, mais il y a des choses qui aujourd'hui encore sont d'une rare complexité pour savoir si, en tout cas comment le stagiaire va pouvoir bénéficier du régime des accidents du travail, régime de protection des accidents du travail, vous savez, déclaration, prise en charge, etc., indemnisation. Il faut savoir par exemple que selon qu'on soit étudiant en formation ou alors en contrat d'apprentissage, en contrat de professionnalisation, les règles vont changer. Il faut savoir que la question de la prise en charge du régime va changer lui aussi, selon que le stagiaire est étudiant, selon qu'il dispose d'une gratification. Et si je rentre encore un peu plus dans le détail quand je poursuis dans la lecture, c'est non seulement il a une gratification, mais celle-ci ne doit pas être supérieure à un certain montant. Bref, je vous passe les détails, parce que là, j'aurai une grosse capacité à vous endormir pour la fin de la journée. Mais pour autant, sachez que voilà, c'est ce qui permet d'illustrer encore la complexité de la matière. Et on n'est pas arrivé, je pense, à une forme de stabilité suffisamment... en tout cas, il me semble utile aujourd'hui pour continuer de développer les outils de formation professionnelle. De la même manière, d'ailleurs, puisque je parle d'accident du travail, on n'est pas encore tout à fait calé. Quand j'ai lu les propos, les développements sur la question, j'en parlais avec Pascal la semaine dernière, de voir que, en termes d'accident du travail et de responsabilité, qui de l'OF, qui de l'entreprise d'accueil, par exemple, juridiquement responsable, de voir que, en l'occurrence, aujourd'hui, les choses ne sont pas encore calées. On manque, comme je vous le disais, de jurisprudence, de cas qui peuvent se présenter au juge. Du coup, on se retourne vers la doctrine. Ce qu'on appelle la doctrine en droit, c'est les auteurs, les profs de fac, etc., pour savoir ce que, par exemple, pensent de telle ou telle solution. Et la doctrine, là-dessus, est très partagée.
très partagé selon que le stagiaire est rémunéré ou pas. C'est-à-dire que par exemple, il y a un lien de subordination qui s'établit entre le stagiaire et son entreprise d'accueil ou pas. Et donc, on arrivera à des situations différentes pour envisager soit la responsabilité de l'entreprise, soit la responsabilité de l'organisme de formation. Ceci est un exemple. De la même manière, de manière récurrente aussi, se pose la question de l'assurance en responsabilité civile du stagiaire lui-même pendant la formation. La plupart des ouvrages conseillent de demander à l'entreprise d'accueil, mais aussi au stagiaire lui-même, de conclure une assurance responsabilité civile. Alors, du point de vue de l'entreprise d'accueil, ça peut se comprendre de par exemple, le code du sport, elle a l'obligation de contracter des assurances, couvrant notamment ses salariés, ses stagiaires. Je vous passe les détails. Donc du point de vue de l'entreprise, on peut le comprendre, mais aussi du stagiaire. Alors je me suis intéressé à la question de savoir, mais pourquoi on demande aussi au stagiaire de justifier de sa responsabilité civile? Le plus souvent, c'est pour éviter des trous de couverture, c'est-à-dire des moments où le stagiaire serait plus tout à fait dans sa situation en alternance, mais plus tout à fait non plus encore dans une situation totalement individuelle, et où il ne serait, ou en tout cas la question de sa couverture d'assurance serait posée. Et donc il n'est pas rare que, effectivement, un certain nombre d'organismes demandent au stagiaire lui-même de justifier d'une responsabilité civile. C'est le cas notamment dans les activités qu'on considère un petit peu dangereuses et qui ne seraient pas forcément couvertes par une assurance responsabilité civile classique. Je pense par exemple au kitesurf et notamment donc à la question de savoir si on peut souscrire à des assurances qui permettent de couvrir ce risque et notamment, je crois que c'est le cas avec la FFVL, de pouvoir souscrire à une responsabilité civile professionnelle. Ça va, je suis dans les temps? Bon. Ok. Dernier élément, donc ça va, j'ai le temps. Dernier élément tenant au financement de la formation. Là aussi, une illustration de ce qui peut se poser comme problème dans le cadre des financements de la formation, la fameuse clause de dédit formation. Alors, c'est quoi? D'abord, une petite définition. Vous savez, ce sont ces clauses aujourd'hui par lesquelles, en contrepartie du financement d'une formation, le salarié promet à l'employeur de lui rester fidèle pendant un certain laps de temps, sauf à indemniser l'employeur d'une somme convenue, qu'on va appeler le dédit, à titre de dédommagement de tout ou partie des frais de formation qui ont été engagés à son profit. Alors, ça peut se concevoir assez naturellement aujourd'hui, sauf que ça heurte le juriste, par principe, parce que du coup, ça remet en cause la liberté, normalement, pour un tout salarié, de pouvoir quitter son entreprise quand il le souhaite. Si vous dites à un salarié, je te finance ta formation, mais en contrepartie, tu restes chez moi, ou alors, si tu n'y restes pas, bah, tu me dois X euros au regard de l'investissement que moi j'ai réalisé pour cette formation. Du coup, on met un obstacle à la liberté du salarié de pouvoir quitter l'entreprise. Néanmoins, là aussi, la jurisprudence a permis de mieux cerner les conditions dans lesquelles ces clauses peuvent être légalement convenues. Et donc, il y a des conditions de validité, il y a un peu de jurisprudence là aussi. Il faut que ça ait été signé avant le début de la formation. Il faut que cela s'effectue par avenant, bien sûr, si ça n'avait pas été envisagé dans le contrat de travail initial. Contenir des informations sur le coût réel de la formation pour l'employeur. Alors, quand je dis coût réel de la formation pour l'employeur, ça veut juste dire qu'on parle bien du coût qui va in fine revenir à l'employeur et pas pris en charge par un organisme paritaire, par exemple. On parle bien de l'argent qui va effectivement sortir des caisses de l'entreprise. Et puis correspondre à des dépenses effectivement engagées par l'employeur, ça je viens de vous le dire. Il y a une récente décision, qui a 2 ans maintenant, de la Cour de cassation, qui en fait a permis justement de mettre, non pas un terme, mais d'y voir plus clair sur les contenus de ces clauses.
Et que là, sur un attendu, elle fait bien la synthèse, cette Cour de cassation, en nous disant bah, il faut une convention particulière entre les parties, conclue avant la formation, je leur dis, précisant la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités de remboursement à la charge. En l'occurrence, là, c'était de la salariée. Sur l'exécution de la clause, hein, imaginons que la personne parte en formation, elle revient dans l'entreprise, se pose éventuellement la question de la rupture du contrat sous l'emprise de la clause. Et donc la question s'est posée, bien sûr, pour la démission, là on la comprend bien, mais du coup pour aussi la question du licenciement. Et là aussi, pour vous montrer que la matière n'est pas toujours d'une grande stabilité, il n'y a pas de jurisprudence, en tout cas pour l'instant, claire sur l'impossibilité ou pas de demander exécution de la clause en cas de licenciement. Alors, il y a quelques auteurs qui, eux, pensent que ça devrait être possible s'il s'agit de faute grave ou faute lourde, FGFL, pardon, faute grave, faute lourde du salarié, hein, licencié, faute grave ou faute lourde. Pourquoi? Parce que dans une telle situation, faute grave ou faute lourde, l'intention du salarié à avoir commis une faute est importante. Et du coup, on peut se demander si ce n'est pas de son fait, en fait, que le contrat est rompu et que donc la clause serait ou pas applicable. Voilà. Un exemple de discussion qu'ont les juristes en ce moment sur ce sujet. Durée de la clause, c'est important parce que ça va permettre de savoir et de mesurer jusqu'où le salarié est éventuellement lié avec son employeur. Alors là aussi, ne pas être trop long, mais la jurisprudence ne nous dit pas maximum 4 ans, maximum 5 ans. Il y a des fourchettes. Quelques mois à quelques années, en fonction de l'effort aussi envisagé avec l'employeur, pour toujours ne pas devenir une atteinte à la liberté du travail, comme je vous l'indiquais au départ. Certains se sont aussi posé la question de savoir si le montant de la clause pouvait être un peu plus précisé. Là-dessus, bah, attention à la disproportion. Sachant que du coup là le droit des contrats reprend le dessus et que le code civil aussi, bien qu'on soit dans une relation de travail, il n'y a pas que le code du travail qui s'applique. Et en l'occurrence là, le juge a la capacité de lui-même revenir sur ce qui avait été prévu dans la clause pour ramener les parties à une plus juste proportion de ce que éventuellement le salarié aurait encore à devoir à l'employeur, sur la base de l'article 152 du code civil. Voilà. Les quelques éléments que je pouvais vous donner. Il est 16h29 à ma montre. Et donc, j'ai encore quelques secondes pour vous parler de bibliographie. Simplement, voilà, une petite liste. J'ai pris des ouvrages qui me semblaient les plus récents déjà, possibles, et puis en rapport avec la matière. Donc, vous aurez ces références. Je vous remercie.